Table ronde que j'ai encore le plaisir d'animer. Elle est consacrée cette fois-ci, elle m'a beaucoup intéressée aussi, elle est consacrée aux nouveaux formats et tendances du commerce, social shopping, live commerce, influenceurs, avec une génération dont on vient de parler de cette table ronde qui redessine tout. Je vais parler de la Gen Z. La Gen Z s'informe autrement, décide autrement, achète autrement. Je vais vous citer juste 2 chiffres avant d'accueillir mes intervenants. La dernière édition de l'étude Reuters Institute, réalisée dans 47 pays, dit que 52% des répondants aujourd'hui citent les comptes des célébrités pour s'informer et 48% les médias traditionnels. Un autre chiffre, selon le Health Trust Barometer publié en 2025, 38% de la Gen Z affirment suivre les conseils médicaux sur les médias sociaux plutôt que ceux d'un médecin. C'est dire que les leviers de prescription changent. Et pour parler de tout ça, pour parler de cette nouvelle façon qu'a cette Gen Z de vivre, je vous propose d'accueillir 3 intervenants. Justine Hutto, cofondatrice de Respire, Cyril Jacques, CEO et cofondateur de Ciao Kombucha, et Arnaud Cabanis, directeur général monétisation de TikTok France, Benelux et Europe du Sud. Merci à eux. Alors, ne vous inquiétez pas, on m'a dit, on me dit à l'oreillette que le 3e intervenant va venir. Pas de problème, ça me laisse le temps de présenter les 2 autres. Alors, Justine, le voilà. Justine, vous êtes la cofondatrice de la marque Respire. C'est une marque de distribution sélective qui a 6 ans et qui est distribuée online et en distribution sélective en pharmacie et puis Sephora et Monoprix également. Alors, votre histoire, moi, je l'aime beaucoup. Tout a commencé un matin par une boule sous l'aisselle qui, heureusement, a été bénigne. En revanche, vous avez cherché à appliquer d'autres produits, de comprendre ce que vous mettiez sur la peau et vous n'avez pas forcément trouvé ça en rayon. Donc, à un moment donné, vous vous êtes dit, moi, je vais créer ma marque pour comprendre, pour répondre à ce dont j'ai besoin. Alors, vous étiez une grande sportive, vous aviez 20 000 followers à l'époque, notamment qui vous suivaient sur des trails de 120 km dans le désert en autosuffisance alimentaire, n'est-ce pas ? Et c'est cette communauté qui va vous suivre pour créer votre marque de produits clean, c'est-à-dire sans aucun ingrédient controversé, avec une communication transparente. Et vous co-créez complètement cette marque avec vos 20 000 followers, avec le succès qu'on connaît aujourd'hui, puisque votre produit historique, le déodorant, est aujourd'hui numéro 1 en pharmacie et vous avez diversifié sur beaucoup de gammes en skincare depuis 4 ans. Le chiffre d'affaires double chaque année, donc longue vie à Respire. Et aujourd'hui, vous êtes chapeauté en tout cas épaulé par un comité scientifique de dermatologie, mais votre communauté est toujours là pour vous accompagner dans les grandes étapes de la marque. Cyril, vous travaillez depuis 20 ans dans la grande distribution de l'import des marques américaines. Et un jour, votre avocat vous appelle pour vous dire qu'un client veut vous rencontrer pour créer sa marque. Ce client s'appelle Lucas Ocha. Alors, je ne sais pas si toute la salle connaît. Il s'agit de Squeezie, 19 millions d'abonnés sur YouTube, véritable icône de la Gen Z. Plus une promo de Blockbuster qui ne passe pas dans ses vidéos. Et on lui doit aussi le GP Explorer, qui hystérise toute la jeune génération, avec près de 2,6 millions de personnes touchées en direct. Donc vous créez la marque ensemble Ciao Kombucha, qui existe dans les rayons depuis 9 mois, et depuis vous accompagnez d'autres créateurs de contenu dans le lancement et gestion de marque. On peut, je pense, sans trop trahir de secret, citer le lancement prochain d'une marque de chips avec McFly et Carlito. Voilà. Et Arnaud, on ne vous présente plus, on ne présente plus TikTok. Donc plateforme aujourd'hui centrale dans la culture de la génération Z et génération Alpha, puisqu'elle est moteur de prescription, moteur de recherche, médias, Agora. Ma première question va donc s'adresser à vous. On parle de Gen Z, on parle d'une génération différente. Qui est la Gen Z et comment se comporte-t-elle et quelles sont ses attentes ? Donc bonjour à tous, ravi de faire la connaissance de tout le monde aujourd'hui. Pour vous parler un petit peu de TikTok en France, donc on a plus de 6 ans d'existence. Et pour reprendre peut-être un peu la genèse de l'application et pourquoi elle fonctionne, aujourd'hui on a 27,8 millions d'utilisateurs mensuels sur l'application et qui se connectent de façon quotidienne pour créer des expériences de découverte, de divertissement
être diverti au sens large. La Gen Z sur TikTok, elle est forcément naturellement très accessible. On parle surtout les 18-24. En France, il faut savoir que la Gen Z, c'est à peu près 9 millions de personnes. Donc nous, on pense qu'on touche à peu près la totalité de la Gen Z sur l'application, avec des formats qui permettent d'engager avec eux d'un point de vue commercial à partir de 18 ans. Et puis évidemment, on peut aller jusqu'à après, bien au-delà de la Gen Z, si vous voulez engager d'autres audiences. La Gen Z sur TikTok, elle est évidemment très attentive, très connectée. Elle est également très exigeante vis-à-vis des marques, puisqu'elle vient avant tout pour regarder du contenu. Et il faut comprendre que le social graph sur TikTok, il prend une tournure qui est un tout petit peu différente du social graph traditionnel, puisque c'est un social graph qui est drivé par le contenu, pas par les utilisateurs. Il n'est pas drivé par la notion d'individu, il est drivé par la notion de pertinence, et notamment la pertinence qui va passer via le pouvoir des algorithmes. Alors aujourd'hui, 97% des gens qui sont interrogés en France, qui sont des Gen Z, disent déjà être présents sur les plateformes sociales, suivent des créateurs de contenu. 69% d'entre eux disent que de toute façon, qu'ils en suivent ou qu'ils n'en suivent pas, peu importe, puisqu'ils arrivent à être exposés à du contenu via le pouvoir des algorithmes. Donc la notion de suivre une personne, c'est vrai qu'elle devient un tout petit peu obsolète sur TikTok, puisque naturellement, il ne faut pas avoir beaucoup de gens, beaucoup de followers quand on est une marque ou un individu. Ce qui compte avant tout, c'est le pouvoir du contenu. Donc ça, c'est un premier élément à prendre en compte. Après, la Gen Z, évidemment, je vous disais, elle est exigeante. Pourquoi ? Parce que sur TikTok, les gens viennent principalement pour valider une idée. Vanina vous disait en introduction, le pouvoir du moteur de recherche. Ce que font les gens, c'est ce que nous, on faisait il y a 20 ans lorsqu'on allait sur un site web pour regarder des petites étoiles, des commentaires, des avis, vérifier la pertinence d'un restaurant, d'un hôtel ou d'un produit tech que vous avez envie d'acheter. Est-ce que oui ou non, c'est le bon aspirateur pour moi ? La Gen Z, ce qu'elle fait, c'est que lorsqu'elle se tourne sur TikTok, elle va rentrer dans le moteur de recherche et se dit montre-moi un peu des contenus sur cet aspirateur parce que j'ai envie de voir si oui ou non j'ai envie de l'acheter. Et ce qu'elle cherche avant tout, c'est une quête du réel, c'est de la clarté, c'est de la transparence et c'est surtout de voir si oui ou non l'audience et la Gen Z particulièrement valident ce produit ou ce service. Cette notion de validation, elle est hyper importante, il faut la comprendre. Les gens ne viennent pas pour voir du contenu de marque, ils viennent pour voir des contenus qui sont faits par les utilisateurs, donc ils partent de l'UGC. On va revenir un peu sur ces notions de contenu juste après et le pouvoir de l'UGC sur TikTok. Et je pense que mes collègues vont vous en parler un peu plus en détail. Mais globalement, c'est une notion qui est hyper importante. On voit des gens qui font des centaines de millions de vues. Et vous l'avez vu avec... vous vous rappelez du skater avec la bouteille Ocean Spray sur TikTok. Donc ça date déjà maintenant d'il y a plus de 5 ans. Du coup, il n'avait personne qui le suivait sur l'application. Il a fait connaître son contenu à travers le pouvoir, évidemment, du cool, de la musique, du divertissement. Et le poids de la musique, c'est vrai, joue encore un rôle très important dans la performance, on va dire, des créateurs de contenu. Justine, vous avez une gamme Imperfection qui cible plus particulièrement cette cible-là, puisque vous êtes plutôt sur du 20-45 de manière générale. Qu'est-ce que vous avez constaté sur cette Gen Z qu'on peut partager avec l'auditoire ? Déjà, bonjour à tous. Un grand merci pour l'invitation. Donc en effet, depuis le début de l'année, on a lancé cette gamme anti-imperfection qui cible toutes les personnes qui ont des imperfections. Donc il peut y avoir l'acné d'adulte, mais évidemment, il y a l'acné chez les jeunes. Donc cette Gen Z qu'on retrouve globalement sur TikTok. Et alors j'ai découvert une génération auquel on ne s'adressait pas vraiment spontanément dès le départ. Et alors c'est une génération qui est ultra éduquée. Et ça, c'est vraiment... notamment grâce à TikTok. Moi, je vois la grosse différence parce que Respire, on a toujours beaucoup été sur Instagram. Donc, je me suis toujours beaucoup adressée à une communauté qui a plus mon âge. Moi, j'ai 31 ans, donc c'est vraiment plutôt des millennials. Et sur Instagram, ce qu'on constate, c'est que les millennials ne connaissent pas vraiment toutes les étapes d'une skincare routine, tous les actifs, quel impact ils vont avoir sur la peau quand on a un problème de peau. Versus sur TikTok, ils sont, tu le disais, ultra exigeants. Ils connaissent tous les actifs, ils connaissent exactement chaque étape d'une skincare routine. Donc, ils sont exigeants avec nous. Donc, on se doit d'avoir des soins qui sont encore plus à la hauteur avec les bons actifs. Alors, heureusement, on développe avec les dermatologues, donc on est fiers de ce qu'on leur propose. Mais on se fait énormément challenger. Et ça, je trouve ça génial parce que ça fait que les marques sont challengées et doivent aller encore plus loin. Et ce qui a été aussi vraiment constaté, nous, depuis le début de l'année, c'est que, tu le disais, c'est pas uniquement les figures de proue sur TikTok qui vont recommander des choses. Alors oui, on travaille avec des créateurs de contenu qui ont beaucoup d'abonnés sur TikTok, mais en fait, n'importe quel créateur avec qui on travaille sur TikTok et qui génère un contenu qui va avoir beaucoup de visibilité
va avoir un gros impact sur nous et sur notre réseau de distribution. Parce que tu le disais, on distribue donc majoritairement nous en pharmacie, on est dans 4000 pharmacies dans toute la France. Et aujourd'hui, les pharmaciens nous le disent, les jeunes entre 18 et 25 ans débarquent en pharmacie avec leur téléphone, ils montrent la vidéo qu'ils viennent de voir sur TikTok et ils disent « je veux ce soin-là ». Et si le pharmacien ne l'a pas et qu'il y a une rupture de stock, il va essayer le pharmacien de bifurquer sur une autre marque ou un autre soin. Mais non, le jeune, celui qui a vu cette vidéo, veut absolument ce soin-là. Donc, depuis le Covid, on voit les pharmacies qui ont rajeuni avec cette communauté TikTok, notamment, qui va en pharmacie acheter du skincare. Ils vont quasiment autant en pharmacie aujourd'hui que chez Sephora, alors que Sephora avait beaucoup plus la cote il y a quelques années. Et on voit vraiment cette communauté qui croit dans les contenus, qui regarde et qui veut aller acheter ce soin-là. Et donc, limite, qui va plus écouter les créateurs de contenu sur TikTok que le pharmacien qui va leur recommander un soin. Donc, c'est assez impressionnant. Cyril, même constat, donc les Gen Z arrivent en masse dans les drives et dans les hyper et les super pour Ciao Kombucha, 97% de taux de non-remplacement, donc c'est pareil. On vient pour Ciao Kombucha, on ne vient pas pour autre chose. Est-ce que vous avez des choses à ajouter sur le décryptage de cette génération? Alors d'abord, bonjour à tous, merci pour l'invitation. Alors, modestement, je n'aurais pas la prétention de dire que je comprends la Gen Z, parce que ce n'est pas le cas. Je ne sais pas s'il y a un expert qui aura tout compris. Moi, mon métier, c'est d'offrir une offre physique à une partie de leurs prétentions. Et effectivement, vous avez cité le taux de non-remplacement, donc c'est 97% de non-remplacement. Ça veut dire que cette clientèle Gen Z qui va dans un hypermarché, qui va dans un supermarché, elle y va pour ce produit-là. Et que dans 97% des cas, si elle ne trouve pas le produit en rayon, ça nous arrivait malheureusement assez fréquemment et c'est devenu une blague sur Internet, si elle ne trouve pas notre produit, elle n'achète pas un produit de substitution, elle ressort. Donc c'est là où on voit la force de frappe de cette communauté qui suit l'engouement de la marque, qui suit les contenus qui sont proposés, alors dans notre cas par Squeezie, et cette communauté qui cherche à aller acheter le produit, qui cherche à s'identifier en tant qu'élément faisant partie d'une communauté à travers les produits qu'elle achète. Et donc dans notre cas, effectivement, elle y va. On drive du trafic dans les hyper, dans les super et dans globalement les magasins de grande distribution grâce à ces marques-là. On disait aussi en préparation qu'il fallait revoir un peu ces idées reçues sur les modèles de communication aujourd'hui. Donc TikTok est là depuis assez longtemps maintenant, mais voilà, on disait les distributeurs doivent comprendre qu'on n'est plus forcément sur le spot télé, etc., que les codes ont changé. Est-ce qu'on peut en parler? Oui, alors effectivement, les spots télé, c'est plus le vecteur principal que nous on utilise. Juste pour vous donner quelques éléments d'information, Ciao Kombucha, c'est une marque qui a quelques mois, qui a même pas un an. Le spot de lancement de Ciao Kombucha, donc une petite vidéo de 30 secondes qu'on a postée sur YouTube, c'est 43 millions de vues. La présence de Ciao Kombucha dans l'intégralité des contenus de Squeezie, qui sont publiés tous les 15 jours, donc ces formats les plus connus, l'imposteur, c'est en moyenne 10 à 12 millions de vues. Donc 10 à 12 millions de vues, c'est l'équipe de France de football sur TF1, en gros, à la mi-temps. Donc nous, on a la possibilité d'avoir une visibilité massive qui se compte en millions de vues, toutes les semaines, tous les 15 jours, à travers ces formats vidéo, mais également à travers des formats physiques. Vous avez cité tout à l'heure le GP Explorer, un élément qui a réuni quand même 250 000 personnes sur un week-end au Mans, 2,5 millions sur Twitch, France Télévisions qui diffuse aussi l'événement. Donc on arrive à avoir aussi maintenant des relais physiques sur des événements de masse qui réunissent ces communautés. Et ça, en fait, le vrai changement, et ce que permet aujourd'hui cette visibilité sur les réseaux sociaux et sur YouTube et TikTok et Instagram, c'est que même une petite marque qui n'est pas une filiale d'une grande industrie agroalimentaire a la capacité du jour au lendemain à être visible par des dizaines de millions de personnes, ce qui jusque-là n'était absolument pas possible. Justine, votre exemple est aussi très intéressant parce que vous êtes née et jusqu'à présent, vous avez vécu en 100% digital. Vous êtes même, j'irais jusqu'à dire, vous vous êtes financé avec le digital puisque beaucoup d'entrepreneurs du web se sont ensuite inspirés d'une vidéo que vous aviez faite pour lever des fonds sur Ululele. Et voilà, donc quels sont les modèles aujourd'hui de communication que vous privilégiez? Alors en effet, full digital. Alors
on a bien sûr le retail qui, moi, quand on est présent dans les points de vente, pharmacie, Sephora, Monoprix, je dis que c'est du retail média parce qu'on se fait quand même découvrir en magasin, évidemment, mais on n'a jamais investi en spot télé, on n'a jamais investi en affichage métro ou affichage JC Deco. Alors, je dis pas que je le ferai jamais, parce que je pense qu'à un moment, il faut le faire, mais on a toujours fait que du digital. Alors, en investissant beaucoup sur Meta, sorry Arnaud, tu le sais, mais beaucoup sur Meta parce qu'on a une grosse communauté qui est sur Meta. On investit aussi sur TikTok, t'inquiète pas, évidemment. Une personne dédiée aujourd'hui pour craquer le sujet en interne. Bien sûr, bien sûr. Faut pas vexer Arnaud non plus. Mais ouais, donc beaucoup d'investissements Meta. Et alors, ce qu'on fait, il y a plusieurs choses. Parce que du coup, on va investir dans des créateurs, on va investir dans de l'influence. Et on a différents types de moyens d'influence avec lesquels on travaille. Donc, on a les influenceurs où en fait, alors, on n'active pas Squeezie, mais on imagine un Squeezie en plus petit, voilà, qui est sur YouTube, qui est sur Instagram, qui est sur les différents réseaux sociaux, qu'on va activer. Donc, on va payer et en fait, qui va tester nos soins et en parler. On va également activer des créateurs qui vont, eux, être des plus petits créateurs et en fait, qui vont générer du contenu, mais qui ne va pas spécialement être pour leurs réseaux sociaux, mais pour nos réseaux sociaux. Donc, en fait, tu le citais, Arnaud, tout à l'heure, l'UGC, le User Generated Content. Et ça fait vraiment 3 ans qu'on a mis ça en place chez Respire. La plupart de nos pubs ads qui sortent, notamment sur Meta, je dirais 60% des pubs qui sortent, c'est du User Generated Content. Donc, c'est du contenu qui est généré par des clients, des utilisateurs. Alors, c'est bien sûr des créateurs, c'est pas uniquement un client lambda qu'on va croiser dans la rue et qui nous dit j'aime votre crème et du coup je veux la promouvoir. Non, ça va être vraiment des créateurs qui savent créer du contenu et qui nous font des vidéos. Et pourquoi on utilise ce type de contenu alors qu'avant on créait tout en natif au bureau. D'ailleurs j'étais la bête marketing de Respire clairement où c'était beaucoup moi qui faisais les vidéos. Aujourd'hui plus du tout, on me voit vraiment pas en ads de Respire. C'est uniquement des créateurs. En fait, ils vont créer beaucoup plus de proximité avec leur audience. Donc, notamment, c'est cette Gen Z qui va vouloir donc ces ads sur les réseaux et qui va se dire, en fait, c'est un client comme moi, une cliente comme moi qui a les mêmes problèmes que moi, à qui je peux m'identifier et en fait qui me recommande ce soin-là. Donc, on utilise beaucoup l'UGC. Et puis après, évidemment, on fait, comme beaucoup d'autres marques, de l'activation plus physique, mais c'est des événements où on active le digital. Donc, je peux penser notamment à un événement qu'on a fait la semaine dernière qui était la Skin School, où on a, pour cette gamme anti-imperfection, recréé comme un laboratoire dans un très grand espace dans le Marais, et on a invité 100 créateurs de contenu, grande majorité TikTok du coup pour cette génération, qui viennent, qui ne sont pas payés et qui découvrent l'univers de la marque. On leur a fait reformuler notre soin pour vraiment être hyper transparent et leur montrer comment on formule chez Respire. Et là, ça a été beaucoup de contenu créé, j'ai envie de dire gratuitement, enfin il y a quand même tout cet événement qui a coûté de l'argent à organiser, mais ça permet de les faire rentrer dans notre univers, de les faire devenir des ambassadeurs de la marque, et donc ils créent du contenu et ils postent sur les réseaux. Donc énormément d'activation digitale avec l'activation physique, mais qui crée finalement du contenu sur les digitales, et c'est ce que je dis toujours à mon équipe. Quand on fait un événement, on pense digital first, et donc ce que ça va générer, on ne pense pas uniquement aux 100 personnes qui vont venir et à les faire kiffer, mais on pense aux millions de personnes qui vont voir les contenus ensuite sur les réseaux. Donc l'UGC est la clé. Arnaud, quelques mots sur cette tendance ? Moi, je crois beaucoup en la complémentarité des médias. Et c'est vrai que lorsqu'on est une marque qui est plutôt dédiée à la Gen Z, on va forcément se tourner vers le digital naturellement. Mais je ne vais pas vous dire que le digital est la seule résolution à prendre pour vous en tant que décideur. Si vous êtes un constructeur automobile, naturellement, le digital ne va pas être le premier canal de distribution pour aller raconter des longues histoires et des belles histoires. Donc, je pense beaucoup à la complémentarité. Maintenant, la réalité autour de la Gen Z, elle est telle que la communication, elle est ascendante, elle n'est pas descendante. Donc, vous aviez l'habitude, peut-être pour certains, de poster des photos, des belles photos prises par des grands photographes, etc. Ce discours-là, en tout cas sur TikTok, les intéresse beaucoup moins que la possibilité de s'emparer de votre marque et d'en parler eux-mêmes et de faire des contenus qu'on va appeler du coup UGC autour de votre marque. Ça veut dire baisser un peu votre garde en tant que communicant, ça veut dire lâcher un peu prise parfois sur vos items de marque et partir du principe que la transparence, la clarté, l'authenticité, c'est finalement ce qui va prémunir le plus pour avoir de la bonne performance. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que dans la Gen Z, je reste toujours dans cette audience-là, on est à peu près sur 4 utilisateurs sur 5 qui achètent en ligne via des plateformes sociales. Donc directement après avoir été exposé à un contenu UGC, donc on a à peu près 33% d'entre eux qui achètent directement. Et les autres 66%, c'est dans les 7 jours qui suivent la première exposition.
Donc on voit que la fenêtre de tir, elle s'est vachement raccourcie. Donc l'importance pour vous d'être présent en UGC sur les plateformes et d'être présent en organique, c'est clé. Ce qu'on voit aussi, c'est que l'UGC peut vous permettre une deuxième chose, c'est lorsque vous avez une stratégie de contenu relativement établie, en organique, vous avez des meilleures performances sur la partie advertising. Donc ça, c'est à prendre en considération. On voit à peu près une hausse de plus 20% des performances à partir du moment où vous avez une stratégie de brand content relativement établie. Pourquoi ? Parce que les algorithmes, en fait, vont reprendre votre contenu organique à partir du moment où les gens vont rechercher du contenu ou s'intéresser à votre contenu d'un point de vue, on va dire, plutôt social et viral. L'autre point, c'est le pouvoir des trends organiques. Des exemples, j'en ai des centaines à vous parler. Ça a commencé avec des grandes marques qui sont arrivées en 2020 sur TikTok, qui ont commencé à dire, je reprends Gucci, c'était Make It Gucci, où en fait ils faisaient ressortir des vieilleries des armoires des gens en leur disant, vous me taguez, vous prenez une photo de vous avec une vieille fringue Gucci, et nous on va la reposter sur notre compte en utilisant votre contenu. Ça s'appelait Make It Gucci. Première tendance de fond. Depuis, il y en a eu plein. Vous vous rappelez peut-être en 2024, Franui, vous vous rappelez des petites framboises glacées avec du chocolat blanc, du chocolat noir dessus. Les distributeurs et la grande distribution française s'y a trouvé pris d'assaut du jour au lendemain pour ces petites framboises venues d'Amérique latine qu'on ne connaissait pas, avec du coup plein d'histoires. Et ça vient des plateformes et ça vient du coup de ce contenu UGC. Maintenant, en 2025, toutes les marques vont sur l'UGC, et notamment parce que ça leur permet d'aller chercher du contenu, et notamment de le sponsoriser dans certains cas. On a un outil qui s'appelle Content Score, qui vous permet d'aller voir les contenus qui sont établis sur votre marque, de les remonter en temps réel, de les scorer, vous, selon vos items de marque, et ensuite de décider si oui ou non vous voulez les relayer sur votre page. Et ça, c'est une bonne façon de craquer le sujet TikTok quand on n'est pas très à l'aise sur le sujet TikTok. Deux marques qui le font très bien cette année. Il y a Picard qui s'est emparé du sujet TikTok avec des recettes dédiées à la Gen Z où ils font des espèces de spin-off de leurs produits traditionnels que vous connaissez tous. Donc notamment, ils ont sorti le Cookie Galette en reprenant en fait des recettes qui venaient de l'application pour pouvoir faire du contenu et faire que l'audience finalement s'empare des sujets UGC et puis qu'ensuite, eux, naturellement, surfent sur cette petite tendance pour pouvoir les reposter sur leur compte. Je pense également à Vestiaire Collectif qui fait ressortir les pépites du moment sur le marché français. Donc pareil, qui utilise le hashtag pépites du moment. Ils ressortent encore une fois tout ce qui sort dans les pépites du moment. Et eux, ensuite, ils repostent sur leur compte pour alimenter du contenu de façon quotidienne grâce au pouvoir des créateurs de contenu. Alors, on est un peu en retard, donc je vous ai demandé de préparer des petits chiffres sur la créateur économie, mais je vais directement passer à Cyril pour en parler. C'est donc un autre phénomène. C'est-à-dire qu'on voit qu'aujourd'hui, les créateurs de contenu ont un poids et un impact, une économie à part entière. Et ça va plus loin aujourd'hui que ce qu'on raconte sur les vidéos, ça va plus loin que les 10 millions de vues à chaque fois pour Squeezie. C'est carrément des modèles, des business models qui sont créés autour de ces gens-là, des entreprises, des écosystèmes, des boîtes de production. C'est comme ça qu'est né Ciao Kombucha. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de cette marque? Parce que c'est très nouveau, c'est encore un point de bascule dans ce sujet de la Gen Z et de la culture Gen Z. Avant de donner plus d'infos sur Ciao Kombucha, je voulais juste préciser quelque chose. Derrière cette économie de créateurs de contenu, on utilise souvent le terme d'influenceur. Influenceur, ça veut tout et rien dire. Quelqu'un qui donne son avis sur Internet est un influenceur. Un sombre candidat des anges de la télé-réalité 12 est un influenceur, comme Squeezie est aussi un influenceur. Sauf que clairement, on ne joue pas du tout dans la même ligue, et derrière, ce n'est pas les mêmes métiers. Donner son avis sur un réseau social, on a le droit de le faire, c'est intéressant. Ça ne fait pas forcément de nous un chef d'entreprise et ça ne fait pas forcément de nous un porteur de projet business. Là, en l'occurrence, ce qui est intéressant, c'est de voir que les créateurs de contenu deviennent des chefs d'entreprise. Certains le sont déjà depuis longtemps, mais en tout cas renforcent cela et sont des porteurs de projet. Dans le cas de Ciao, Squeezie, ce n'est pas l'ambassadeur de la marque Ciao. Il n'est pas payé par la marque Ciao pour en faire la promotion. Il est chef d'entreprise, actionnaire majoritaire. Il a l'initiative du projet. C'est lui qui décide. Et aujourd'hui, il porte ce projet comme étant l'un des principaux projets de développement de son écosystème. L'écosystème qui est très large et qui n'est pas juste un écosystème de production de contenu. C'est une agence de talent, c'est des studios de production, c'est tout un univers économique dédié à la production en ligne, mais qui pèse en chiffre d'affaires, qui pèse en ressources, qui pèse en nombre de salariés. On n'est pas juste sur quelqu'un, en tout cas c'était le cas au tout début, mais on n'est pas un gamin devant sa webcam qui se filme à jouer aux jeux vidéo. On est sur un vrai chef d'entreprise d'un groupe avec plusieurs sociétés et des centaines de salariés. Vous pouvez me donner les résultats de Ciao Kombucha, justement pour montrer comment ce gamin qui était dans sa chambre a pu aujourd'hui réussir?
Oui, alors vous l'avez dit tout à l'heure, c'est effectivement notre avocat commun qui nous a mis en relation. On est allé déjeuner et Lucas, donc Squeezie, m'a dit voilà, moi j'ai une communauté de 20 millions de personnes. J'ai à titre personnel une hygiène de vie qui est orientée vers le sport, vers le bien manger. Je voudrais avoir un impact là-dedans et je voudrais créer une marque qui puisse être une alternative plus saine au soda classique que ma communauté boit en grande quantité. Donc la mission qu'on a chez Ciao Kombucha et chez Ciao Company, c'est d'être une alternative crédible dans les boissons, en rayon, une alternative plus saine et moins sucrée. Et les résultats, parce que vous m'aviez donné, alors moi j'aimerais bien qu'on les donne sur scène, vous m'aviez donné plein de chiffres intéressants, Nielsen, sur justement le succès de ce lancement. Oui, alors effectivement, Nielsen a publié un certain nombre de data. Nous, on n'a pas pour habitude de communiquer trop sur nos chiffres parce qu'on ne veut pas rentrer dans un concours de celui qui fait pipi le plus loin. Nielsen a publié un certain nombre de chiffres. Donc effectivement, Ciao Kombucha, c'est le premier lancement en boisson, alcool et soft confondus. C'est le 3e lancement tout rayon FMCJ. On est rentré dans le top 15 des marques de boissons, donc avec derrière les Coca-Cola Company, Pepsi, Orangina et Eco. Et effectivement, c'est quelques millions, ou presque dizaines de millions de bouteilles vendues en 7 mois. Alors, on avait déjà, enfin, ça s'inspire d'un autre influenceur très connu, créateur de contenu très connu, qui s'appelle MrBeast aux États-Unis, qui a déjà, vos enfants connaissent forcément. Je rappelle également que Ciao Kombucha, parce que moi je l'ai appris, je ne savais pas ce que c'était que le kombucha, donc c'est effectivement le fait de faire fermenter du thé, de l'eau sucrée et des fruits, donc pour créer des probiotiques. Donc c'est sur ce sujet-là que un peu healthy que Squeezie a monté son produit. Voilà, ça peut toujours servir en termes de culture G pour tout le monde. Et là, je voudrais partir sur un autre sujet, toujours en rapport d'ailleurs avec ce qu'on vient de se raconter, c'est la culture des communautés. Ça, c'est aussi un enjeu qui est très fort aujourd'hui. Donc, Justine, vous, je l'ai déjà expliqué, vous avez financé votre marque grâce à la communauté, vous avez créé plein de choses avec votre communauté au démarrage de votre marque. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un levier incontournable ? Alors, nous, c'est vrai que si on remet dans le contexte, donc on a lancé Respire en 2018 sur le crowdfunding, mais lancement officiel en 2019 via notre site internet. Et c'est vrai que c'était une période où, en tout cas, on pouvait encore le faire. Je pense qu'on peut toujours le faire, mais aujourd'hui, il y a de plus en plus de marques qui le font, donc ce sera moins différenciant. Et nous, c'est vrai que ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé cette communauté qui était grandissante de mois en mois, et on la faisait énormément participer. Donc on la faisait venir dans nos bureaux, on organisait des événements tout le temps avec elle. On les sollicitait sur quel type de produits ils souhaitaient qu'on travaille et qu'on développe. On leur faisait tester nos soins avant de les lancer. Donc ça a été, on avait même créé une communauté qui s'appelait La Ruche. J'avais un groupe WhatsApp avec 500 personnes, vraiment avec qui j'échangeais régulièrement. Bon, en vrai, à un certain stade, c'est plus réaliste. Donc il a fallu aussi réinventer la manière dont on fonctionne. Et puis aujourd'hui, Respire, c'est plus d'1 million d'utilisateurs quotidiens de nos soins. Donc non, j'ai pas un WhatsApp avec 1 million de clients, mais on les sollicite toujours, alors de manière différente, parce que forcément on scale, donc c'est plus compliqué. Mais là, par exemple, le déodorant, donc, qui est notre soin historique, on le retravaille, je ne vais pas dire chaque année parce que c'est difficile de lancer une nouvelle formule, mais on veut toujours être, donc tu le disais, on est numéro 1 des déodorants sur la catégorie en pharmacie, donc on en est très fiers, passer devant des marques historiques, mais pour être capable de garder cette place-là, il va falloir être capable d'innover et donc de toujours être en train de retravailler. Donc on retravaille les formules, on retravaille les packaging, on retravaille les textures, et pour ça on le fait toujours tester à nos clients. Donc en fait cette communauté elle est toujours activée, mais de manière moins visible. C'est vraiment des échanges d'emails où on sollicite nos acheteurs online. Donc c'est beaucoup le online parce qu'on a plus de proximité avec eux. Et le online représente quand même quasiment 50% encore chez Respire. Donc on peut solliciter cette communauté et régulièrement, là cette semaine au bureau, j'ai vu 200 personnes qui ont défilé pour venir chercher un nouveau flacon, une nouvelle formule pour la tester. Et c'est chouette de les croiser, d'échanger toujours avec eux, de voir qu'ils étaient là depuis le début. Mais et en fait, on attend leur retour ensuite, une fois qu'ils ont testé. Donc, c'est des retours très stricts, où il y a un typeform, un questionnaire auquel ils répondent. Et tant que le soin n'a pas atteint la note de 4,5 sur 5, on ne le lance pas. Donc, au début, on se mettait vraiment ces exigences très hautes
Mais je pense qu'on avait plus d'agilité. Aujourd'hui, on développe des formules qui sont de plus en plus compliquées, avec des dermatos qui sont impliqués, donc ça prend plus de temps. Donc aujourd'hui, on est sur des soins qui sortiraient qu'en 2027, voire 2028, mais on est déjà en train de leur faire tester. Donc la communauté est toujours présente. Cyril, même chose pour vous, la communauté est régulièrement activée? Oui, bien sûr, la communauté, elle est au centre de ce qu'on fait. C'est d'abord nos consommateurs. On a une chance incroyable, c'est que nos marques ont la capacité de parler directement à leurs consommateurs finaux. Effectivement de leur parler, mais aussi de recevoir leur retour en temps réel. Donc bien sûr, on utilise ça au maximum. Juste pour vous donner petite info comme ça, mais sur les innovations, on lance 2 nouveaux goûts de Ciao Kombucha en mars. On en a développé 6. Et puis on s'est dit, plutôt que de choisir nous-mêmes, on va demander à notre communauté de choisir. Et puis on aura un échantillon représentatif peut-être de ce qu'ils attendent. Donc on a fait un post sur nos réseaux sociaux, relayé par Squeezie, et on a eu 556 000 votants. Donc on leur a demandé, voilà le top 6 des recettes qu'on pense sortir, choisissez-en 2. On a eu 556 000 retours. Donc dans quelques semaines, quand on ira voir... Pardon ? Ils vous ont aidé? Oui, ils nous ont bien aidés. Ils nous ont bien aidés d'une part à trancher, et puis c'est un argument quand même massu. Dans quelques semaines, on sera chez Carrefour, chez Leclerc, chez Inter, en leur disant, voilà les 2 Inno 2026, il y a 556 000 personnes qui pensent que le goût mangue et le goût cerise, c'est les 2 qu'il faut prendre. Ah. Ça donne un petit peu de grain à moudre à nos équipes commerciales. On a une info sur les prochaines saveurs. Alors, sans transition, donc on a parlé culture des communautés, on a parlé UGC, on a parlé créateurs de contenu. Maintenant, je veux parler live shopping et live stream. C'est aussi une autre tendance. Alors, celle-là, on en parle depuis pas mal de temps. Pour autant, je ne suis pas sûre que toutes les marques aient encore craqué le modèle. Alors, Arnaud, notre spécialiste en chef, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu, nous expliquer le live shopping, où on en est? Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Non, si c'est bon, Si, parfait. ça y est. Merci beaucoup. Toujours pas. Oui, ok, super. Pour parler du live un petit peu, il faut comprendre que le lancement de TikTok Shop a été clé dans notre capacité à monétiser des contenus live qui étaient déjà présents sur l'application. Le live n'a rien de nouveau en soi, c'était un outil qu'on utilisait déjà. Donc on parlait de la créateur économie tout à l'heure. Les créateurs de contenu sont déjà très présents sur les lives depuis longtemps. Le parallèle intéressant, c'est à partir du moment où on a juste exposé le produit live avec le produit TikTok Shop. Donc ce qu'on a dit, c'est que TikTok Shop, finalement, permet d'aller évidemment référencer des produits et des contenus comme la plupart des plateformes. La particularité du live, c'est d'accélérer de façon amplifiée et plus rapide la capacité à faire connaître les créateurs de contenu et les produits en question, et évidemment de générer un maximum de ventes dans un temps record. Le temps record, il est hyper important. Je vous ai parlé de la fenêtre de tir aujourd'hui sur TikTok, elle est relativement courte. Entre la première exposition et la dernière exposition, 7 jours avant que les gens se décident à acheter. Donc il faut aller relativement vite. Le live est un outil de scalabilité pour aller de plus en plus vite et pour pouvoir pousser des contenus et des services très rapidement. Alors, je voulais vous donner des petites stats sur le live et TikTok Shop parce que je trouve ça intéressant. Mais là, j'ai le service client d'Orange qui m'appelle. Donc, hop là. On est à 860 sessions quotidiennes sur le live en France. On est le premier marché européen de l'Europe continentale. Je sors la Grande-Bretagne volontairement. Donc, la Grande-Bretagne, premier marché TikTok sur la zone euro. TikTok en Europe continentale, en France, c'est du coup le second marché après l'Angleterre. 860 sessions quotidiennes. On a fait donc largement devant l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne également, qui est à 599 sessions par jour. Le chiffre d'affaires via les lives a triplé depuis le 1er avril, donc date du lancement officiel de TikTok en France, a été multiplié par 3. Aujourd'hui, sur le total du chiffre d'affaires de TikTok Shop, 16% du chiffre d'affaires provient des lives. Donc ça vous donne une petite idée de la puissance. Multiplié par 3, ça je vous l'ai dit en quelques temps. Au sein des lives, ce qui fait le plus de ventes aujourd'hui, 5 secteurs sont représentés. La beauté en numéro 1, la mode en numéro 2, la grande consommation en 3, donc Carrefour, Darty, Boulanger, etc. Maison et décoration qui est en pleine accélération. Il faut savoir que Maison Déco, c'est un des secteurs qui croît le plus vite en ce moment sur l'application. Toujours numéro 4 en termes de volume de vente. Malgré tout, il faut regarder ce secteur pour ceux que ça intéresse. Et la partie électronique, où on a toujours été assez puissant, qui est à peu près le 5e en présence et en termes de volume. TikTok Shop en France, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. On est aujourd'hui, je vous l'ai dit, à 27,8 millions d'utilisateurs. Et en termes de représentation des entreprises, on a fait x3. On a démarré à 5000 entreprises. Et là, nous sommes à 16 500 entreprises à fin septembre qui sont référencées sur TikTok Shop. Donc, ça ne veut pas nécessairement dire qu'elles font du live shopping.
Ça veut dire qu'elles sont référencées sur l'application. Le live shopping est un outil d'aide à la vente qu'on met à la disposition des marques via le prisme des créateurs, bien sûr, ou même des CEO qui sont présents sur la partie live shopping, comme c'est le cas pour Justine, qui elle aussi va essayer de démocratiser sa marque et de faire connaître via le prisme du live. Alors, j'aimerais demander à la régie le timer, s'il vous plaît, parce que moi, je ne sais plus du tout où on en est. On allait passer... merci. On a 2 minutes 35 donc, pour le mot de la fin. Est-ce que vous avez voilà, un tour de table pour partager quelques bonnes pratiques sur ces nouveaux usages? On commence peut-être par Cyril. Alors, moi, je ne sais pas si c'est une bonne pratique. J'ai un appel à lancer aux opérateurs et aux enseignes traditionnelles de retail de nous faire confiance sur le lancement de ces marques. Alors aujourd'hui, les chiffres parlent un peu pour nous, mais dans la façon de travailler, dans le fait qu'on est souvent des ovnis, qu'on a un petit peu de mal à se comprendre parfois, que nos timings qui sont sur une agilité, un temps court, ne correspondent pas toujours aux contraintes des enseignes, et il faut essayer de trouver un juste milieu. Voilà, on sort, nous, des innovations en quelques semaines. Les cadenciers des enseignes sont bien sûr beaucoup plus longs. Et il faut qu'on arrive à trouver un juste milieu pour arriver à tous profiter de cet engouement et de la création de valeur qui en découle. Aujourd'hui, on a encore un peu de travail à faire là-dessus. Et rassurer aussi, vous me disiez, en fait, de temps en temps, quand on arrive chez les distributeurs, bon, ok, il a démarré il y a 15 ans dans sa chambre, mais aujourd'hui, on est tous issus de la grande distribution, on a des anciens de Carrefour. C'est ça qu'il faut leur dire aussi, c'est que les marques aujourd'hui qui sont portées par des créateurs de contenu ne sont plus simplement des drop marketing ou une opération ponctuelle de communication. On est sur des vraies marques structurées, on a des équipes qui viennent de la grande distribution, on a des équipes qui connaissent le métier, on parle un langage commun, même si la figure de proue peut être perçue comme étant un ovni pour une enseigne comme une enseigne traditionnelle. Donc en fait, ouais, il faut aussi se dire aujourd'hui que ces marques-là, elles sont certes portées par des créateurs de contenu, mais derrière, les équipes qui les opèrent sont des professionnels de la grande distribution. Voilà, vous savez gérer un code logistique, SAP, tout Exactement, ça, on peut les rassurer. Exactement. Justine. Alors moi, c'est pas vraiment une bonne pratique, mais c'est plus de regarder l'avenir. Et c'est ce que je dis à mon équipe, j'aime bien anticiper, parce qu'on est aussi dans des années assez cruciales où il y a énormément de choses qui se passent. On a vu les dernières décennies avec les réseaux sociaux. Et là, maintenant, il y a l'intelligence artificielle. Donc, je dirais de regarder l'intelligence artificielle. Chez Respire, je ne dis pas du tout qu'on est un exemple, mais qu'il faut aussi qu'on s'y mette. Nous, ce qu'on a déjà fait, c'est qu'on a mis en place des agents IA pour tout ce qui est service client, donc le CARE, et ça a énormément aidé. Donc, désolé aux certaines personnes qui pensent encore me parler à moi en direct au service client. Il y a encore des gens qui disent « Bonjour Justine », c'est adorable vraiment. En tout cas, on ne remplace pas tous les métiers du tout, parce qu'on est 65 chez Respire, donc, mais ça aide énormément d'avoir des agents IA qui gèrent des choses simples. Et puis, alors que ce soit ChatGPT ou Claude ou Mistral ou peu importe d'autres modèles, je pense aussi qu'il va falloir commencer à se diriger aussi là-dessus, en plus des réseaux sociaux, parce que là, pour tout vous dire, j'attends un petit bébé et je pose énormément de questions à ces agents IA pour savoir quels soins utiliser, quels produits utiliser, comment se comporter. Et donc, je pense vraiment que les marques ont un challenge aussi là-dessus pour être mieux référencées, pour être recommandées par ces agents qui vont de plus en plus nous accompagner dans nos vies. Alors, félicitations. J'ai bien vérifié, effectivement, le déodorant Respire sort très, très facilement sur GPT. Alors, Arnaud, dernier mot, le mot de la fin. Je pense que l'intelligence artificielle au service des plateformes est principalement vue comme un outil de sémantique et pour vous permettre d'aller chercher de l'optimisation sur des ciblages, des mots-clés, etc. Donc là, je parle plus de la partie publicitaire qui est peut-être un tout petit peu plus technique. Mais il faut comprendre que l'intelligence artificielle peut vous aider dans la création de contenu, d'abord pour aller chercher des insights marketing, pour vous aider dans la construction de marques et dans la construction de vos campagnes. Il y a plein de plateformes qui vous permettent de le faire pour essayer de mieux comprendre justement les audiences dont on parle aujourd'hui, et notamment la Gen Z. Donc, chercher des insights marketing via l'intelligence artificielle et vous aider à scaler vos contenus via l'intelligence artificielle. Je suis totalement d'accord, le service client sur TikTok, c'est clé. Plein de gens qui posent des questions sur les contenus, qui veulent des réponses. C'est absolument vrai, mais également dans la production de contenu qui reste malgré tout l'enjeu numéro 1. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur TikTok, pour performer, il faut des contenus créatifs. Ce qu'on voit entre une marque A et une marque B, celle qui vend le plus, c'est celle qui est la plus créative des deux. Et ce n'est pas forcément le ciblage que vous avez mis en place derrière votre communication ou votre campagne qui va faire la performance de la campagne, c'est la créativité. Merci beaucoup. Merci à tous les trois. On enchaîne avec un peu de retard sur le prochain keynote, celui d'une très belle maison de luxe. On sait que vous aimez beaucoup les maisons de luxe ici. Donc, comment Bulgari peut-elle redéfinir le luxe par le soin,
la culture et la connexion. Comment cette maison aborde-t-elle l'innovation et lui donne un sens humain? C'est l'objet de l'intervention en anglais de Laura Burdez, directrice générale adjointe de Bulgarie, que je vous demande d'applaudir. Et encore une fois, si l'intervention est en anglais, vous pouvez scanner les